Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, comme nous tous, je suis pleinement engagé à soutenir les intérêts de nos concitoyens et notamment ceux du canton de Bellegarde-sur-Valserine. Lors de la session du 22 octobre dernier, j'ai tenu à alerter notre Assemblée car nous venions d'apprendre que l'entreprise de BTP, Florio Construction, en charge, entre autres, du gros œuvre sur le chantier du nouveau collège Louis Dumont et de la construction du futur EHPAD de la Croix-Rouge à Bellegarde-sur-Valserine, était en proie à de lourdes difficultés financières. Le 30 janvier dernier, le tribunal de commerce de Lyon étudiait, et ce pour la seconde fois, le dossier de reprise de la branche construction de TGL Group. L'unique candidature proposée est portée par le groupe Fontena TP, associé à 3 cadres de Florio. Monsieur le Président, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le temps est notre ennemi intime. Pour ce qui concerne le collège, les travaux auraient dû commencer il y a 3 mois. Pour l'EHPAD, ils sont arrêtés depuis plus de 6 mois. La décision du tribunal de commerce de Lyon de reporter son choix au 7 mars nous laisse encore plus dans l'expectative. Oui, il est important d'avoir un dossier solide et le plus complet possible. Nous ne pouvons pas relancer des chantiers avec des incertitudes financières. Mais une fois encore, les délais se trouvent allongés et nous n'aurons aucune visibilité d'ici 1 mois. Monsieur le Président, ces chantiers ne sont pas que des promesses. Ils répondent, mais vous en êtes bien conscient, à des besoins criants pour nos collégiens et nos aînés. J'en viens donc à ma question. Pouvez-vous, compte tenu des rencontres informelles que vous avez avec les différents protagonistes, nous rassurer sur les garanties apportées par le groupe Fontena TP et sa capacité à reprendre la branche construction de l'entreprise Florio? Aussi, si l'offre venait à être acceptée, avez-vous pu avoir des assurances par ce même groupe Fontena TP qu'il reprendra l'ensemble des marchés en cours de Florio, dont le collège de Bellegarde-sur-Valserine et l'EHPAD de la Croix-Rouge? Concernant l'EHPAD, M. Romain Aubier, président de la SEMCODA, peut sans doute nous apporter des éléments supplémentaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Larmangat. Madame Louis. Monsieur le Président, j'ai reçu leur affectation qui prendra effet lors de la mise en place de la réorganisation de l'action sociale. Un projet délicat qui amène frustration et inquiétude. Nous espérons, Monsieur le Président, que vous profiterez de ce temps d'assemblée pour que des paroles de transparence et d'explication soient posées pour ainsi permettre aux agents, aux associations en charge du social, nos partenaires et à nous tous d'y voir plus clair sur ce changement qui nous attend. Ma question portera sur l'action sociale, mais plus précisément sur la protection de l'enfance. Le mercredi 16 janvier, France 3 a diffusé un reportage sur l'aide sociale à l'enfance, montrant aux téléspectateurs les dessous parfois brutaux du système de protection de l'enfance. Cette enquête a mis en exergue les points de faiblesse de cette aide directement gérée par les départements. Heureusement, tout ce que l'on a pu voir dans ce reportage n'était pas un portrait de ce qui se passe dans nos structures. D'ailleurs, le reportage a fait honneur à une famille d'accueil de notre canton qui expliquait avec passion son métier. Mais ce reportage a choqué car il révélait aux yeux de tous les incohérences de l'aide sociale à l'enfance, un système à bout de souffle. Pourtant, les professionnels du secteur alertent depuis des années sur le manque de moyens, le manque de suivi psychologique des enfants, le manque de suivi global des enfants et sur le devenir une fois qu'ils deviennent majeurs. Dans la foulée, face à l'émoi, le gouvernement a nommé M. Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, en charge des sujets relatifs à la protection de l'enfance. Un grand plan est en préparation et, comme c'est souvent le cas lorsqu'un sujet fait le buzz, par le biais d'un reportage choc. S'agit-il pour l'État de reprendre le contrôle d'une politique qu'il avait entièrement déléguée au département, ou est-ce là une manière d'en demander toujours plus au département sans jamais regarder la question des financements? Merci, Madame Louis. Je vais prendre encore une question. Madame Guyon, si vous le voulez bien. Monsieur le Président, mes chers collègues,
Ma question va se rapprocher de celle de ma collègue. Un des rapports qui seront soumis à notre Assemblée départementale lors de cette présente session concerne la protection de l'enfance, une compétence confiée au département depuis plus de 30 ans, une mission sensible dans laquelle les départements ont été confortés par la loi du 14 mars 2016. Elle peut se traduire par des mesures préventives mises en œuvre très tôt auprès du mineur et de sa famille, mais également, quand la situation le réclame, par décision judiciaire de retrait de l'enfant de son milieu familial pour être confié au département qui en devient alors le gardien. La dépense globale d'aide sociale à l'enfance n'est pas assumée par l'État mais par les départements. Le nombre de mineurs pris en charge par l'ASE ne cesse de progresser et l'arrivée massive de mineurs non accompagnés entraîne la saturation des structures. Par ailleurs, on constate qu'un tiers des mineurs confiés à l'ASE nécessiteraient des soins spécialisés. Or, les moyens mis à la disposition de la pédopsychiatrie sont aujourd'hui totalement insuffisants. Au mois de janvier dernier a été diffusé un reportage à charge contre 2000 enfants pour lesquels nous devons redoubler de soins. Les actualités sont nombreuses depuis la diffusion de ce commentaire. Un secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, a été nommé le vendredi 26 janvier et le lundi 28 janvier a été dévoilée la stratégie pour la protection de l'enfance du gouvernement. Monsieur le Président, notre collectivité pourrait-elle être concernée par les dérives décrites dans ce reportage et comment l'Association des départements de France se positionne-t-elle face aux annonces du gouvernement? Je vous remercie. Bien, merci Madame Guyon. Donc il y a une similitude entre vous et Madame Louis sur la présentation des rapports et j'y reviendrai. Je vais d'abord répondre à Monsieur Larmanjat concernant son inquiétude partagée, bien sûr, et le report de la décision du tribunal administratif concernant la reprise de l'entreprise Fleuriot, qui a des conséquences, bien entendu, sur des chantiers qui sont portés par notre département, en l'occurrence celui du collège, mais je laisserai le soin peut-être à Romain Daubier, président de la SEMCODA, de parler de l'EHPAD, puisque le département n'est pas concerné directement. Vous avez pu le lire dans la presse, lorsque j'ai appris, bien entendu, le report de cette décision, je ne peux que la regretter et espérer qu'enfin, en début février, puisque c'est là en début mars, pardon, puisque c'est là que la nouvelle décision doit être rendue, qu'on sache exactement ce qu'il en est. Concernant l'entreprise, l'unique entreprise qui a répondu, le groupe Fontena. Bien sûr que je souhaite, je suis ravi déjà que ce soit une entreprise indinoise qui réponde. J'ai même fait un courrier de soutien à cette entreprise pour que nous passions, comme nous l'avions proposé au départ avec l'ancienne direction, en payant les matériaux, en avançant le prix des matériaux pour soulager le montant et avoir l'aval des banques, bien entendu, pour permettre enfin que cette entreprise soit retenue. Pour plusieurs raisons, parce que, ayant reçu, bien entendu, ces candidats à l'offre de reprise, je leur ai demandé que le collège de Bellegarde soit en priorité dès la reprise de cette entreprise, leur chantier prioritaire. Ce qu'ils m'ont bien entendu confirmé, en plus, comme vous l'avez dit, l'entreprise Fontena est accompagnée par des gens qui ont travaillé chez Fleuriot, qui ont eux-mêmes contribué au plan et à la planification de ce collège. Donc ils connaissent ce chantier, bien entendu, par cœur, ou les plans de ce chantier, bien entendu, par cœur. Donc ils m'ont assuré, les uns et les autres, que de toute façon, si le tribunal leur rendait la décision favorable à eux, eh bien le collège serait bien entendu prioritaire et démarrerait sans plus attendre. Malheureusement, je ne peux pas me déroger au code des marchés publics, on est bien d'accord. Donc je suis condamné à attendre, mais ce que je peux dire aujourd'hui, malgré encore ce retard, eh bien nous restons toujours dans une ouverture possible en 2021. J'avais dit au départ que si toutefois la décision était rendue plus tôt, nous pourrions ouvrir éventuellement pendant les vacances de Noël ou de Pâques. Est-ce que c'est la bonne solution? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça fera partie de la même année, et je pense que d'ici le mois de septembre 2021, nous ne perdons pas de retard supplémentaire, à condition que la décision soit enfin prise au mois de mars prochain, bien entendu. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, légalement bien entendu, pour que cette entreprise puisse récupérer ses marchés, et puis bien sûr sauver les emplois, ce qui nous importe particulièrement dans l'Ain, reprendre ce fleuron qui
sait très bien construire les collèges, qui a vraiment une, comment dirais-je, une qualité là-dessus, une reconnaissance sur ce type de chantier. Voilà ce que je peux vous en dire jusqu'actuellement, mais je suis bien sûr ce dossier de très près, puisqu'il nous concerne directement. Je vais peut-être passer la parole à Romain Daubier, qui concerne l'EHPAD de Bellegarde. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, c'est un dossier où il y a une volonté d'agir rapidement. Simplement, la volonté ne peut pas aller plus vite que les délais de traitement au tribunal de commerce de Lyon sur les suivis et le sort à donner à cette entreprise en difficulté. On peut que le regretter de ces délais, que ce soit à la fois pour faire avancer le projet, et puis je pense également à tous les sous-traitants proches, que ce soit le bétonnier Cemex qui est à côté, le terrassier également, où il y a beaucoup d'entreprises locales qui comptent sur ce chantier, qui font vivre des familles. On ne peut par ailleurs également, tout comme le département, ne pas se soustraire aux différentes législations des mises en concurrence, et on doit effectivement, malheureusement, attendre de savoir si ce dossier est repris et avec quelle entreprise, mais en tout cas une volonté d'agir rapidement. Merci Monsieur Daubier. Monsieur Abad, vous voulez intervenir? Rejoindre les préoccupations de nos collègues, mais simplement vous dire que le report qui a été fait par le tribunal ne doit pas être forcément interprété de manière négative, parce qu'au contraire, ça peut être, c'est un moyen pour, on va dire, solidifier une éventuelle solution qui peut être trouvée. Et donc, même si ça effectivement embête tout le monde qu'on retarde ce délai, c'est pas forcément à la fin négatif. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à bien consolider les choses, que tout le monde prenne ses responsabilités, et comme l'a dit le président, qu'on priorise bien le collège et ensuite la question de départ. Merci Monsieur Abad de ces précisions. Il est vrai que le dossier n'a pas été rejeté, on demande simplement des pièces complémentaires. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Concernant les questions de Madame Louis et Madame Guyon, pardon. Tout d'abord celle de Madame Louis concernant la réorganisation de la DGAS. Là encore, je le dis, la procédure est toujours en cours. Elle est menée par Muriel Legagiro, par aussi Daniel Raffo en ce qui concerne les ressources humaines, et que tous les agents concernés ont été reçus et écoutés et rencontrés pour une mise en place, je le rappelle, qui serait effective normalement au 1er septembre de cette année. Et je le dis, cette réorganisation, comme ce fut le cas précédemment pour la direction des routes, et comme ce sera le cas pour les compétences liées au bâtiment, est un travail de fond, un travail de longue haleine, qui est mené en étroite concertation et collaboration entre l'exécutif, la direction générale et bien sûr les services concernés. Et je me permets d'ailleurs de les féliciter et de remercier Madame Legagiro pour tout le travail mené, qui n'est pas simple, vous l'entendez bien. Mais tous les agents de la direction de la solidarité ont été rencontrés à plusieurs reprises, c'est important, et aujourd'hui, 77% des agents statutaires voient leur temps de trajet inchangé ou diminué. 77%. Et bien sûr, pour ce qui est des situations individuelles, eh bien, elles seront examinées au cas par cas et des propositions leur sera faite. Mais en tout cas, je rappelle le but de cette réorganisation, c'est bien entendu d'apporter une meilleure efficience, un meilleur service rendu à l'usager, et puis aussi permettre des conditions de travail bien meilleures également à l'ensemble de notre personnel concerné. En ce qui concerne votre deuxième question, celle qui conjointe avec celle de Madame Guyon. Moi aussi, bien sûr, j'ai pris connaissance de ce reportage, même si je sais qu'il faut être chaque fois en alerte, à chaque instant, en ce qui concerne ces questions. Et comme vous le rappelez toutes les deux, la protection de l'enfance est une compétence en totalité donnée au département. Et je rappelle que les départements dépensent près de 8 milliards d'euros chaque année pour la protection de l'enfance, et je le dis, hors dépenses du personnel de l'ASE. Alors ce reportage qui met à mal une maison de l'enfance dans la Gironde, de nos collègues dans la Gironde, c'est bien ça. Moi je peux vous rassurer et vous dire que celle de l'Ain fonctionne très bien, et que je signe en ma qualité de président tous les recrutements nécessaires de personnel, et je constate que nous recrutons du personnel de qualité et du personnel qualifié.
Je dis également, en tant que président, je signe aussi des financements pour la formation de nos agents. Et je peux vous assurer qu'ils sont nombreux et adaptés à la problématique de nos jeunes. Et je suis heureux que notre majorité, encore une fois, excusez-moi de le rappeler, mais depuis 2015, ait pu conforter dès son arrivée cette action pour des travaux très lourds par la mobilisation des travaux, bien entendu, à Bourg-en-Bresse, que nous aurons le plaisir d'inaugurer tous ensemble avec le personnel au printemps prochain. Mais malheureusement, les départements ne peuvent pas tout sans leurs partenaires et bien sûr sans l'État. Les départements ont aussi alerté le ministère de la Santé sur le manque de moyens qui affecte le traitement des santé des mineurs confiés à l'ASE, et un tiers de ces mineurs confiés requerraient des soins spécialisés, notamment des soins psychiatriques, ou une prise en charge adaptée à leur scolarité. Et je le dis et je le répète, et je m'en réjouis, concernant le département de l'Ain, ce reportage n'est pas du tout à charge, loin s'en faut. Quant aux sorties sèches de l'ASE des enfants de leur majorité, il faut souligner que nous sommes exemplaires dans ce domaine, comme le démontre le rapport qui vous est soumis ce jour. Et enfin, dans l'Ain, comme ailleurs, le nombre de mineurs pris en charge par l'ASE ne cesse de progresser, mais c'est aussi du fait de l'arrivée massive des jeunes migrants qui se présentent comme des mineurs non accompagnés, que nous soyons bien d'accord. Et l'ADF, d'ailleurs, a constamment alerté l'État sur cette situation préoccupante qui, bien sûr, déstabilise le travail de nos équipes. Mais en tout cas, je vous le rassure, ce qui est arrivé en Gironde, je le souhaite, et compte tenu de la spécificité qu'il y a aujourd'hui ici, n'arrivera pas dans l'Ain. Voilà, mesdames.